Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur l'heure des citoyens. 3 sujets au menu. Le Sénégal avec les procureurs de la République qui ont fait une sortie pour donner des détails sur les arrestations en cours par rapport à la gestion du fonds Covid-19. Nous parlerons du Bénin où les dates des élections générales sont connues et le calendrier des activités pour une élection transparente communiqué au public. Nous terminerons par la Côte d'Ivoire où Tidiane Thiam a été élu largement pour être candidat du PDCI à la prochaine présidentielle. Ce jeudi, 3 procureurs de la République ont fait face à la presse à Dakar pour pouvoir édifier le public sur les procédures judiciaires en cours après l'exploitation des rapports sur le Covid-19 et bien d'autres dossiers, ces rapports qu'ils ont reçus, ces procureurs. On a pu comprendre lors de cette sortie que une trentaine de personnes ont été arrêtées et que dans la foulée, il y a eu des cautionnements et une somme de 258 millions de francs CFA a été donc perçue auprès de certaines de ces personnes qui ont été interpellées par la justice dans le cadre de la gestion de ces fonds alloués à la lutte contre le Covid-19. Les procureurs de la République qui informent que les arrestations se poursuivent et dans le même temps, les juges d'instruction sont saisis en fonction des dossiers. Nous en parlons avec 2 invités qui sont avec nous. En ligne avec moi, Morama, journaliste, rédacteur en chef du quotidien L'Enquête. Vous suivez de près tout ce qui se passe par rapport à ce dossier. Morama, bonjour. Bonjour, Sani. Ibrahima Khan est avec nous, juriste. Il est également un observateur averti des grands dossiers par rapport au Sénégal. Bonjour Ibrahima Khan. Bonjour, Moumouni. Alors, d'entrée de jeu, Moramar, est-ce que vous comprenez qu'il y ait des cautionnements dans cette affaire et que les gens refusent tout simplement d'aller en prison? Parce qu'il faut souligner aussi que le code pénal sénégalais prévoit des cautionnements. Effectivement, moi je n'y vois pas d'inconvénient particulier parce que c'est, comme vous l'avez dit, la loi qui leur donne cette possibilité-là de cautionner de l'argent pour recouvrer leur liberté et cela ne se fait pas de manière gratuite. Je pense que c'est strictement encadré par le code pénal et le code de procédure pénale. L'expert juriste qui est là pour y revenir plus amplement. Mais je pense que dès lors que la loi le prévoit, je ne vois pas d'inconvénient à ce que les personnes poursuivies puissent cautionner quelque chose, voilà, pour recouvrer leur liberté. Encore une fois, cautionner des biens en numéraire ou en nature, ça ne signifie pas reconnaître sa culpabilité. C'est juste, voilà, une manière de donner une garantie pour permettre à la justice de pouvoir les libérer et de continuer à faire leur travail et que peut-être à la fin de la procédure, soit ils sont condamnés, la justice a déjà des fonds pour se faire rembourser, en tout cas si ces gens sont poursuivis pour quelque chose, sont condamnés à payer quelque chose, ou bien ils ne sont pas condamnés et la justice sera obligée de leur restituer les fonds. Maintenant, la précision à faire aussi, c'est que parfois il y a beaucoup d'amalgames, on jette l'anathème, par exemple, certains vont se demander, mais comment autant d'argent est en train de circuler dans certains dossiers, même on a eu à parler de beaucoup de milliards, d'une pluie de milliards pratiquement. Je rappelle que pour ce qui est du procureur financier, il a dit qu'à ce jour, les montants saisis ou récupérés sur la base de cautionnement s'élèvent à 15 milliards, qui s'ajoute donc aux plus de 200 millions recouvrés, surtout dans le cadre de la COVID-19. Donc, c'est beaucoup d'argent qui circule, mais parfois, il y a beaucoup d'amalgame aussi, parce que, parfois, c'est... on ne sait pas comment ces fonctionnaires, par exemple, l'autre jour, le débat qui s'est posé, c'est comment un fonctionnaire peut cautionner jusqu'à 200 millions de francs CFA cash en numéraire. Alors que les informations dont nous disposons, par exemple, montrent que c'est une personne qui est là, effectivement, il a ses revenus propres, il a des amis, il a de la famille,
Et souvent, c'est tout le monde qui se regroupe pour cotiser afin de cautionner l'argent pour pouvoir permettre aux leurs de pouvoir recouvrer la liberté. Ce sont des cas à prendre en compte, donc ce n'est pas forcément des Recouvrer la fonctionnaires qui liberté sortent provisoirement. provisoirement, bien entendu. Donc, c'est le cas, par exemple, du DAGE du ministère de la Santé. Il a cautionné plus de 200 millions en cash, paraît-il, mais d'après les informations que nous tenons de sources qui sont trop proches du dossier, c'est plusieurs personnes, ses amis, sa famille, qui sont venus, qui ont mis la main à la pâte pour l'accompagner et l'aider donc à cautionner le montant qu'il faut pour recouvrer provisoirement sa liberté. Ibrahima Kane, est-ce que ces cautionnements peuvent être compris de la façon suivante, c'est-à-dire que le régime de Dakar aujourd'hui a besoin d'argent, il y a un besoin urgent d'argent d'après les comptes qui ont été faits. On a cru comprendre que le Sénégal est très endetté et que le FMI demande des efforts. Ça veut dire qu'il faut avoir quand même une capacité de mobilisation interne des ressources. Est-ce que cette situation économique un peu particulière peut justifier le fait qu'aujourd'hui la justice sénégalaise préfère beaucoup plus ces cautionnements au lieu des mises sous mandat de dépôt? Non, mais je pense, bon, d'abord, ce cautionnement, il est prévu par la loi. Le juge d'instruction ou bien le procureur, parce qu'il peut souvent s'opposer à la mise en liberté, peut permettre à quelqu'un, lorsque la personne fournit un certain nombre d'éléments qui lui permettent de garder la liberté tout en étant poursuivi, de prendre des mesures de cette nature, d'autant plus que nos prisons, comme vous le savez, c'est des prisons qui sont complètement remplies. Et donc, ajouter 200 et quelques personnes à ces prisons déjà remplies, surtout que la plupart de ces affaires, pour le moment, se déroulent dans la région de Dakar, on n'a pas de place. Donc, mieux vaut Mais le Sénégal utilise déjà des bracelets électroniques, Ibrahima Kane. Oui, mais les bracelets électroniques ne peuvent pas servir à tout ce monde-là. Le bracelet électronique dans le, comment dirais-je encore, dans le système qu'ils ont à l'heure actuelle ne peut concerner qu'un nombre limité de cas. Et vous savez, ça demande de la technologie, de la surveillance, et on n'est qu'au début de ce processus-là. Et donc, je ne pense pas que ça puisse prendre en charge tout cela. Moi, ce sur quoi je veux insister, bon, mon interlocuteur l'a déjà abordé un tout petit peu. C'est vrai que des amis et des parents peuvent toujours cautionner, mais pour la plupart de ces fonctionnaires-là, c'est eux-mêmes qui ont pris leur argent. Ça, c'est pour moi une première anomalie. Ça veut dire que le système politique qu'on a, le système administratif qu'on a besoin d'un sérieux lifting pour le futur, s'assurer que ces personnes-là, avant même de prendre fonction, puissent vraiment dire les ressources qu'ils ont pour que, à leur départ, on puisse vérifier s'ils ont pu voler de l'argent ou pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais souligner, c'est le fait qu'aujourd'hui, tout le monde parle du pôle financier et autres. Mais où est l'OFNAC? L'OFNAC était la structure créée par l'État justement pour gérer ce genre de situation. Mais on a vu, et l'OFNAC, si vous le rappelez bien, il y a 1 an ou 2 ans, son mandat avait été changé justement pour prendre en charge toutes ces situations-là. Si l'OFNAC n'a pas agi, ça veut dire que l'OFNAC est inutile et qu'il faut trouver un moyen de ne plus mettre en place une structure budgétivore qui ne sert absolument à rien, qui engloutit les Ibrahima Kane, très souvent, l'OFNAC émet des rapports, mais politiquement, il y a des manœuvres pour pouvoir étouffer ces rapports. Mais l'OFNAC, on lui a donné des moyens pour pouvoir poursuivre. L'OFNAC ne l'a jamais fait. Le rapport sur le Covid-19, quand il a été bouclé, une des organisations, une des structures de l'État qui en a eu connaissance, c'est l'OFNAC. Donc, si l'administration si rien n'a été fait, il faut que l'administration interroge ces structures qui sont chargées de mettre en œuvre cela. Parce que cela évitera dans le futur de donner l'impression que la justice est aux ordres. Parce que si on voit aujourd'hui que le pôle financier s'est activé quelque temps après
le discours du Premier ministre, les gens pensent que la justice est aux ordres, alors que de mon point de vue, la justice n'est pas aux ordres. Ce sont les structures de l'État qui ne font pas vraiment leur travail. Donc, ce contexte-là nous permet vraiment de constater que s'il y a des ressources si l'État doit fonctionner de façon plus ou moins cohérente, les structures budgétivores là, il faut les éliminer et utiliser l'administration pour faire le travail. Un dernier point que j'aimerais ajouter à cela, on est en train d'activer plutôt le pôle financier et toutes les structures de l'État, tout en sachant qu'on est dans un pays où on n'a pas assez de juges. Aujourd'hui, le Sénégal a moins de 550 juges. Je pense qu'ils sont au nombre de 532. Ibrahima Kane, il faut quand même instruire des dossiers et pouvoir avancer. Que faut-il faire alors? Non. Je voulais juste insister sur le fait que il faut pas s'attendre à des résultats rapides maintenant, parce que le système de la justice ne fonctionne pas très bien au Sénégal. Parce que si l'on veut, on va peut-être arrêter des gens, on va commencer à instruire, mais il faut pas s'attendre à ce que les jugements se fassent immédiatement. C'est des affaires financières qui requièrent énormément de procédures, parce que c'est comment dirais-je encore, c'est l'administration dit quelque chose, la personne conteste ce que dit l'administration et chacun produit ses preuves et ça va prendre énormément de temps. Et j'espère que ceux qui ont enclenché ces procédures-là ont conscience de tout cela de manière à ce que la population ne soit pas dans l'idée, parce que vous avez posé la question de savoir pour recouvrer les ressources de l'État de manière à ce qu'on puisse financer. Ce n'est pas cette année ou l'année prochaine qu'on va obtenir les résultats de ces arrestations et de ces enquêtes-là. Les inculpations se poursuivent en tout cas, c'est ce que les procureurs ont annoncé. Parlons maintenant d'autres choses. Boramar, il y a eu la saisine par le député Guy-Marius Sagna de l'Assemblée nationale à travers une résolution pour que l'ancien président Macky Sall soit poursuivi pour haute trahison, parce que pour lui, comme le dit le rapport récemment, la dette cachée de plus de 4 000 milliards de francs CFA, c'est à mettre à l'actif de Macky Sall, et donc ça signifie que c'est une autre trahison. Sur ce dossier SMS, moi je pense que franchement, on met la charrue avant les bœufs. C'est en train d'aller dans tous les sens. Et finalement, moi, je me demande même, je m'interroge sur le rôle des uns et des autres. Je pense que pour quelque chose quand même d'aussi sérieux, je pense qu'on aurait pu laisser le soin. Bon, il est député en tant que député. Il est libre de faire des propositions de résolution sur le souhait. Mais je pense que la question est tellement sérieuse que, voilà, dans leur majorité, ils auraient pu en discuter et essayer, en tout cas, de préparer un meilleur projet ou une meilleure proposition et de concert avec le ministre de la Justice qui est là. Mais se lever un beau jour et nous parler en tout cas de résolution pour demander la mise en accusation de l'ancien président pour haute trahison, pour moi c'est une procédure qui est à la limite ridicule, qui est pour moi très précipitée, et à l'heure où on parle, moi je ne vois pas les faits sur lesquels on peut se baser, en tout cas, pour accuser l'ancien président de haute trahison dans le cadre de ce dossier-là. Pour moi, voilà, on est allé trop vite en besogne. Pour moi, pour le moment, s'ils veulent effectivement poursuivre l'ancien président, ils n'ont qu'à le préparer un dossier béton et essayer de voir en quoi, en tout cas, il pourrait être poursuivi pour haute trahison. Parce que quand même, c'est vrai, on a l'habitude de le dire, c'est une notion fourre-tout, la haute trahison. Mais je ne pense pas que quand même, pour les faits pour lesquels jusque-là, en tout cas, les faits qui sont jusque-là abordés sur la place publique, c'est trop léger. C'est un dossier très léger et que voilà, c'est plus politique que judiciaire, à mon avis. Ibrahima Kane, plus politique que judiciaire? Tout à fait, c'est tout à fait politique et je suis totalement d'accord avec Mor sur tout ce qu'il a dit. Bon, d'abord, regardez les actes qui ont été posés par le parti au pouvoir ces derniers temps.
la révision de la loi sur l'amnistie, où on a entendu au Parlement des gens dire il faut poursuivre un tel, il faut arrêter un tel, il faut faire un tel. Même le nom de Macky Sall avait été cité lors des débats. Vous avez ce pool financier qui s'attaque à des ministres, on a interdit à des ministres de sortir et autres, et vous avez toute une série d'initiatives comme celle de Guy Marius Sagna qui tendent à vraiment mettre en mal la population avec ceux qui ont géré le pouvoir. Vous savez, et ça donne le sentiment d'une vengeance. Or, quand on gère un État, on ne doit pas se venger. Rappelez-vous de ce que disait Nelson Mandela, qui connaît qui sait de quoi il parle. Il disait que les esprits qui veulent se venger détruisent les États, tandis que ceux qui demandent la réconciliation bâtissent des nations. Aujourd'hui, au Sénégal, on doit, bien sûr, il y a des crimes qui ont été commis, il y a des fautes graves qui ont été commises par ceux qui ont géré ce pays-là. Ils doivent en rendre compte, mais le temps de la justice et le temps politique n'est pas le même. Il faut gérer, comme Mor l'a dit tout à l'heure, il faut gérer les choses de façon aussi efficace. On n'a pas fait d'enquête, on n'a absolument rien fait. Venir agiter des accusations, agiter des demandes à l'emporte-pièce ne servent pas ce pays. Ce pays a passé 3 ans qui ont failli le plonger dans un précipice. On s'en relève avec toutes les difficultés qu'on connaît aujourd'hui, économiques, financières, psychologiques. Il faudrait qu'on travaille pour que ce pays se réconcilie avec lui-même. Une fois maintenant que le pays se sera réconcilié avec lui-même, on pourra engager d'autres batailles. On pourra se mettre à voir qui a commis quelle faute et comment corriger cette faute. Vous savez, c'est la première fois dans l'histoire politique du Sénégal qu'un ancien président, on engage des poursuites contre un ancien président, et sur la base, comment dirais-je, d'un crime qui est tellement vague que c'est un fourre-tout. La haute trahison n'est même pas définie. Le pays qui nous a un tout petit peu donné ce concept-là, la France, est même allée jusqu'à changer la notion de haute trahison en la remplaçant par une notion plus vague qui est manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. Ça, c'est quelque chose de plus compréhensible que la haute trahison. Et ce qu'on lui reproche, le fait qu'il y ait un déficit, mais ça, tous les présidents du monde auraient pu être poursuivis pour déficit. Aux États-Unis, il n'y a même pas de limite au déficit budgétaire. Donc, vous voyez que c'est des questions qui, si on les agite de façon désordonnée, on risque de créer des problèmes dans ce pays-là. J'étais avec Ibrahima Kane, juriste sénégalais. Merci d'avoir été avec nous, Ibrahima Kane. Merci également à vous, Morama, journaliste, rédacteur en chef du quotidien L'Enquête. À vous deux, je souhaite un très bon week-end. Merci. L'heure des citoyens, nous sommes au Bénin cette fois pour revenir sur la sortie de la Commission électorale nationale autonome cette semaine. La Sénat qui a annoncé le chronogramme des élections générales qui se tiennent en 2026. Ce sera la première fois dans l'histoire politique du Bénin que toutes les élections se tiennent la même année. Donc il était important, selon le président de la Commission électorale, d'annoncer le calendrier et d'appeler pourquoi pas les médias aussi à participer à la vulgarisation de ces documents pour que tous les Béninois soient bien informés du déroulement du processus électoral. Alors, nous en parlons et surtout revenir sur un certain nombre de points liés, des points d'achoppement entre la mouvance et l'opposition au Bénin. Quand on prend par exemple la question du fichier électoral,
et surtout le nombre de pourcentages que chaque parti doit avoir sur le plan national avant d'être sûr de valider les sièges. J'ai en ligne avec moi de Cotonou, Expérience Tébé. Vous êtes le deuxième coordonnateur adjoint du cadre de concertation des forces de l'opposition. Vous êtes aussi le président du parti Mouvement populaire de la libération. Bonjour, bienvenue sur notre antenne. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous avons également en ligne avec nous Gustave Sonon. Il est ancien ministre, membre du bureau politique du bloc républicain. C'est l'un des partis de la mouvance. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre avis à vous deux sur le chronogramme de la commission électorale. C'est des dizaines d'activités à implémenter d'ici quelques mois pour garantir des élections crédibles et transparentes. Je commence par Gustave Sonon. Je constate simplement que les institutions, en ce qui concerne chacune d'elles, jouent sa partition par rapport par rapport à leurs devoirs, bien sûr. Parce que jusqu'à présent, jusqu'à l'instant où nous parlons, il n'y a pas encore changement. Et par rapport aux différentes dates qui sont déjà connues conformément à la Constitution et au code électoral ces deux documents qui sont en vigueur, je crois que la Sénat et les autres institutions jouent leur partition. Expérience Tébé. Je voudrais faire remarquer que le chronogramme des activités électorales que nous avons reçu cette semaine fait suite de la Sénat, fait suite aux dispositions de la Constitution couplées avec le code électoral en vigueur en ce moment, et qu'il n'y a rien de nouveau pour nous. Au demeurant, les problèmes que nous avons posés au niveau de l'opposition demeurent. Il s'agit, au niveau du code électoral, de certaines dispositions que nous avons demandé à ce que l'Assemblée nationale, du moins toutes les parties prenantes, puissent s'asseoir et qu'on puisse revoir ces dispositions. Et nos préoccupations demeurent. Voilà. Et parmi ces préoccupations, il y a la question du fichier électoral. Vous avez demandé à ce que ce fichier soit audité. Le président Patrice Talon a accédé à votre demande. Oui, vous conviendrez avec moi et tout le monde, tous vos auditeurs également, que pour parler d'une élection crédible et transparente, comme le souhaite monsieur le ministre également d'ailleurs, il faudrait la première préoccupation, c'est d'avoir une liste électorale transparente et partagée par tout le monde. Et c'est pour ça que je voudrais faire noter également que dans les réformes entreprises en ce moment dans notre pays, la liste électorale, contrairement au scrutin que nous avons connu par le passé, la liste électorale informatisée, conformément à aux dispositions actuelles, est issue d'une structure, je vais dire, extraite du registre d'état civil qui est géré par une structure de l'État. L'Agence nationale des personnes et de l'identification, oui. L'ANIP. Et donc, vous comprenez avec moi que c'est à juste titre que l'opposition souhaite voir clair dans ce qui se fait à ce niveau. Et c'est dans ce sens que le Parti Les Démocrates, au cours d'une audience avec le chef de l'État, a réitéré ce souhait de l'opposition d'auditer l'électoral. Il a accepté et accompagné. Et en ce moment, le processus est en cours. Je peux vous dire que l'opposition a pris des dispositions en son sein pour que ce travail soit d'abord, premièrement, soit fait de façon inclusive, ce que les partis de la mouvance n'ont pas voulu accompagner, mais ça n'a pas bloqué le processus. Nous avons pris les dispositions et l'opération est en cours en ce moment. Ce n'est pas parce que ANIP est une agence que elle sera manipulée par le gouvernement, non, ou bien par les partis, non, pas du tout. Donc, c'est pourquoi je dis, on est en train de faire un mélange, et c'est ce qui a fait que les partis soutenant l'action du gouvernement n'ont pas... bref, on n'a pas compris vraiment ce que recherche à travers un certain objectif. Parce que l'audit en question, nous allons tous œuvrer à ce que
notre état civil que nous voulons moderne et qu'à l'avenir, on ne dépense plus de l'argent pour constituer une liste électorale et que la liste électorale soit simplement extraite de l'état civil, c'est-à-dire tous ceux qui sont en âge de voter à partir de 18 ans. Pour pouvoir apurer cette liste, c'est l'opposition, la mouvance, c'est-à-dire tout citoyen doit participer à l'apurement de cette liste. Parce que tout un chacun de nous, et c'est pourquoi lorsqu'on dit, bon, on n'a pas pu extraire les morts et autres là, nous n'avons pas l'habitude de déclarer systématiquement les décès. Maintenant, c'est réglementé, où ça doit être fait de façon systématique. Et si c'est fait, c'est que de façon systématique, ce serait apuré au fur et à mesure. Donc, c'est pourquoi je dis, nous faisons un peu d'amalgame. Je suis entièrement d'accord qu'on ait des réserves par rapport aux dispositions. C'est vrai, les dispositions, les 20% sont bien corsées, mais c'est l'objectif. Donc, vous confirmez que c'est taillé sur mesure? Non, si c'est peu élevé, ça ne veut pas dire que c'est taillé sur mesure. Ce n'est pas taillé sur mesure. Je dis bien, c'est bien élevé. Parce qu'il faut reconnaître qu'aucun parti politique n'a obtenu les 20%. C'est pourquoi il est prévu l'accord de législature à ne pas confondre avec accord de gouvernance. Donc c'est pourquoi je dis accord de législature, ça concerne tous les partis politiques, y compris les partis qui ne sont pas représentés au Parlement. Donc on ne va pas s'arrêter à l'accord de législature seulement aux partis politiques qui sont représentés au Parlement pour dire que c'est taillé sur mesure. Il n'y a pas que LD seul qui soit parti de l'opposition. Mais les autres points d'achoppement, quels sont ces points-là? Oui, les autres points d'achoppement au niveau du code électoral, bon, on en a suffisamment parlé. Vous parlez des 20% des suffrages valablement exprimés dans chacune des circonscriptions électorales. L'article 146. Là, vous évoquez un des points saillants. Il s'agit du seuil de validation de sièges au niveau des élections législatives et également du seuil, bon, je ne parle pas du seuil comment on appelle-t-on, du parrainage au niveau de l'élection du président de la République. Alors, 15% au niveau de parrainage au niveau du président de la République. Par rapport aux législatives, c'est ça que vous avez évoqué tantôt, 20% dans chaque circonscription électorale. Il faut dire que les dernières élections législatives en 2023 que nous avons connues au Bénin, aucune des listes ayant participé n'a pu obtenir ce seuil. Vous convenez avec... Mais la loi a prévu des accords pour pouvoir gouverner. Et justement, c'est là que nous avons vu encore davantage une discrimination qui, de notre point de vue, tend à exclure. Parce que voyez-vous, si ceux qui, schématiquement, je vais vous dire ce à quoi cette disposition correspond aujourd'hui. Les partis de la mouvance, notamment les deux partis de la mouvance qui ont des élus au Parlement en ce moment. L'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain. Le Bloc républicain, dont fait partie le ministre. Les deux partis, oui, eux, se sont assurés, au titre de cette disposition, d'être évalués, après leur accord de gouvernance, d'être évalués à 10%. L'opposition, aujourd'hui, lorsque le seul parti qui est là-bas, si c'est la seule liste qui va aux élections, ça veut dire qu'elle sera évaluée à 20%. En fait, c'est ça qui pose problème. Oui, comment expliquer cette disparité-là, Expérience Tébé? Oui, c'est-à-dire qu'on dit prochainement, les partis, avant de pouvoir lever des sièges au Parlement, doivent avoir 20% dans toutes les circonscriptions électorales. 20% au plan national et 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Ou en cas d'accord de gouvernance avec un autre parti, avoir 10% au plan national. D'accord. Pour se voir maintenant sommer leur performance dans chaque circonscription électorale pour obtenir les 20% éventuellement. Ce n'est pas... en fait, on a l'impression, quand on prend l'historique des résultats
au niveau des dernières élections, on a l'impression que la disposition est taillée sur mesure. Et c'est ça la crainte. D'accord, ok. On va revenir sur la suite des griefs. Si les 20%, oui. Si les 20% préconisés aujourd'hui pour lever des sièges par circonscription, si aucun parti par le passé n'a pu, ni les partis qui ont aujourd'hui des sièges à l'Assemblée, n'ont pu réaliser ces performances et que les députés s'entendent pour amener le seuil à ce niveau, on se demande pourquoi. Est-ce qu'il n'y a pas l'intention est-ce simplement l'intention de rechercher une performance dans l'action publique ou bien de forcer à exclure une fois encore comme nous avons connu par le passé. Gustave Sono, est-ce que vous comprenez cette crainte? Est-ce que vous avez la même lecture que Expérience Tébet? Et pourquoi, selon Expérience Tébet, cette loi semble taillée sur mesure? Est-ce que vous êtes d'accord? Il ne faut pas qu'on mélange les élections présidentielles et les élections législatives. Accord de législatives, ça concerne les élections législatives. Et c'est à ce niveau qu'il est exigé 20% dans chacune des circonscriptions électorales, à défaut qu'il faut qu'il existe au préalable un accord de législature. Lorsqu'on focalise l'attention sur les trois partis qui sont au Parlement, c'est qu'on est dans le viseur des élections présidentielles. Je suis entièrement d'accord que, suivant les dispositions actuelles, il n'y a que ces trois partis qui peuvent parrainer des probables candidats. Mais pour aller aux élections législatives, tous les partis politiques régulièrement enregistrés peuvent présenter des candidatures. Donc, on ne peut pas dire que c'est fait à dessein de manière à ce que UPBN se retrouve ensemble et que LD se retrouve seul. Non. Les législatives, elle est ouverte à tous les partis politiques. Maintenant, par rapport au fichier électoral, c'est un problème de terminologie et d'appréciation. Depuis un moment, nous avons opté pour la modernisation de notre état civil. Et à ce titre, on a estimé qu'il ne faudrait plus qu'on cherche à dépenser à chaque élection pour reconstituer une liste électorale. Parce que par le passé, effectivement, à chaque élection, on annonce aux citoyens qui peuvent s'inscrire, ceux qui souhaitent, ce n'est même pas ceux qui souhaitent, c'est un devoir, mais on constate que tout le monde ne s'inscrit pas. Et cela fait partie des faibles taux que nous constatons en ces dernières années. Expérience Tébet, je reviens à vous. Quels sont les autres points d'achoppement dont vous parliez? D'abord, M. Sani, merci de me permettre de revenir d'abord sur les explications de M. le ministre. D'abord, à l'écouter, il est bien logique et bien clair ce qu'il explique par rapport aux fichiers, la rationalisation, l'efficience recherchée. Mais si c'est fait par un seul camp, pourquoi voulez-vous que, par exemple, nous donnons un blanc-seing à ce que vient de dire le ministre, par exemple? Pourquoi ne serait-il pas bien que l'opposition aussi aille chercher à comprendre comment cela se passe? L'extraction de la liste là, comment est-ce que ça se passe en réalité? Comment on fait de telle sorte? Parce qu'il n'y a pas seulement extraire la liste du fichier d'état civil, il y a extraire et répartir les électeurs dans les bureaux de vote. Et nous avons connu ce problème en 2000. Monsieur Sono qui est là va vous dire qu'il a connu également des problèmes, même dans sa propre circonscription électorale, par rapport à la répartition des électeurs dans les bureaux de vote. Monsieur Sani, vous avez voulu savoir quels sont les autres points d'achoppement que nous avons au niveau du code électoral. Processus électoral. Le processus électoral en lui-même. Je vous en donne un. C'est le code électoral qui est aujourd'hui la principale forme de discorde avec l'opposition. Je vous donne un. L'article 93 prévoit que au niveau au niveau des arrondissements, la compilation des résultats se fasse en 4 exemplaires.
Alors qu'il peut y avoir plusieurs listes qui participent aux élections. De ces 4 exemplaires-là, il y a déjà un exemplaire qui va à la Cour constitutionnelle ou à la Cour suprême suivant le type d'élection, un exemplaire qui ira à la Sénat et un exemplaire que garde le chef d'arrondissement et un exemplaire qui est affiché. Alors, finalement, les parties prenantes, il n'y a pas d'exemplaires, il n'y a pas d'exemplaires suffisamment pour que les listes qui ont compétit puissent avoir copie. Alors qu'en cas de contestation, ce n'est qu'à partir de ces listes qu'on peut rétablir la vérité. Vous voyez la difficulté qui se pose à ce niveau-là, au niveau du code électoral. Et ça, nous sommes allés poser ce problème à la Sénat il y a quelques semaines et eux-mêmes ne trouvent pas, c'est la loi qui a déjà verrouillé ça ainsi. Donc, on ne sait pas à la date de ce jour maintenant, nous ne savons pas comment est-ce que, en cas de difficulté, les parties prenantes peuvent avoir une pièce au niveau des compilations, au niveau arrondissement, pour pouvoir revendiquer s'il y a revendication à faire. On va écouter Gustave Sonneau là-dessus. Sur ce point, Gustave Sonneau, est-ce que vous voyez d'anomalie? Bon, c'est une loi qui a été votée au Parlement et lorsque nous sommes en démocratie, on se plie généralement à la majorité, ce que décide la majorité. Je crois que les principes, c'est comme ça. Là où il est exigé le consensus, nos dispositions constitutionnelles l'ont prévu, il faut obtenir nécessairement les 3/4 ou les 4/5. Lorsque satisfait à toutes les conditions, ça passe toutes les étapes et voter, promulguer, on se plie et on l'expérimente et on apprécie. Mais ce que dit Expérience TB n'est pas quand même dénué de sens. Non, j'en viens. Et c'est pour ça que la deuxième lecture, une révision des différentes lois, ce processus est prévu. Et je suis entièrement d'accord par rapport à cette disposition de l'article 93 et que certainement cela a échappé puisque on a dit les partis politiques reçoivent une copie. Bon, maintenant, lorsqu'on a dit une copie, est-ce que c'est une copie c'est une copie à l'original, bien sûr. Or, il y a 4 copies. Donc ça, je suis entièrement d'accord. Et ça va faire partie des dispositions qui vont subir certainement de révision lorsque la loi serait appelée à être révisée. Je voulais simplement terminer par le fait que tout est susceptible d'être révisé, non? Ce n'est pas. Vous voulez dire que c'est une œuvre humaine et que on peut toujours parfaire. Bien sûr. Que je reconnaisse qu'il y a peut-être de petites choses qu'on va retoucher après, et même là, il peut y avoir des choses profondes qu'on peut retoucher après. Cela ne suffit pas dire que je me rends coupable. Merci à vous. C'était donc notre débat sur le Bénin, décryptage donc avec des acteurs politiques après la publication du chronogramme des élections générales qui se tiennent l'an prochain. Je recevais Gustave Sonneau, membre du bureau politique du Bloc républicain, l'un des partis de la majorité. Merci. Monsieur le ministre, Gustave Sonneau, ancien ministre, Expérience TB était également avec nous, deuxième coordonnateur adjoint du cadre de concertation des forces de l'opposition, par ailleurs président du mouvement populaire de libération. À vous deux, je souhaite un très bon week-end à Cotonou. Merci. Merci beaucoup. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, a porté son choix sur Tidiane Thiam pour le représenter à la présidentielle d'octobre prochain. L'homme a été élu avec un score de 99,50% des voix selon les résultats proclamés ce jeudi 17 avril.
Et Tidjane Thiam, qui était hors du pays au moment où se déroulait la convention, il faut signaler qu'il y a eu des conventions locales. Et Tidjane Thiam a 62 ans, qui se trouve donc dans la course à la présidentielle. Mais il faut signaler que le chemin reste encore long pour Tidjane Thiam en vue de remporter cette présidentielle. J'en discute avec deux analystes en ligne avec moi de Côte d'Ivoire. Diabiga Soro, vous êtes journaliste, analyste politique. Bonjour. Bonjour, cher confrère. Bonjour à vous, Nourodine Oyéolé. Bonjour, monsieur Moumouni, comment vous allez? Très bien, merci. Vos réactions, vous deux, par rapport à ce dénouement. Au départ, beaucoup disaient que Jean-Louis Billon allait challenger Tidjane Thiam, mais à l'arrivée, la seule candidature enregistrée pour cette convention, c'est bel et bien celle de Tidjane Thiam. Diabiga Soro. Bon, Moumouni, tu sais, toutes les tumultes qui ont secoué le PDCI en prélude de cette convention, je l'ai dit, c'était une stratégie pour Jean-Louis Billon de pouvoir faire parler de lui, de pouvoir se faire entendre. Mais je l'ai dit, Jean-Louis Billon allait fuir la confrontation parce que ça allait être l'occasion de peser son potentiel politique, de voir ce qu'il vaut au plan interne. Donc, c'est un agitateur, selon vous? Voilà, il est celui qui a toujours entretenu ce mystère-là autour de son potentiel politique et cette convention allait l'humilier, je pèse mes mots. Figurez-vous que Tidjane Thiam a été élu avec plus de 99% des voix. Et dans le bastion sociologique de Jean-Louis Billon, qui est d'Abakala, il y a 3 délégations. Sur les 3 délégations, il y a 2 délégations qui ont voté à 100% pour Tidjane Thiam. Et la seule délégation où Jean-Louis Billon est lui-même représentant, c'est là qu'il y a eu abstention. Et il faut dire que Jean-Louis Billon a fait des déclarations tout récemment sur la chaîne Live TV. Oui, il était sur Live TV. 1h30 d'émission au cours de laquelle Jean-Louis Billon a dit qu'il était pour le dialogue et que Tidjane Thiam ne peut pas gagner seul. Voilà, ça nous pousse à nous interroger sur le timing. Le timing est un peu suspect quand même. Il a passé près de 2 ans en train de saboter le parti, en train de critiquer ses partisans. Et là, le jour même de la convention, il fait savoir qu'il est désormais disposé à discuter. Il n'avait plus d'option, il faut le dire. Depuis son élection à la tête du PDCI, Tidjane Thiam s'est imposé comme le visage de la renaissance du parti. Vous voyez, sa stature internationale, son approche méthodique et son leadership ont séduit la quasi-totalité des cadres et des militants du parti. Et face à cette situation-là, il y a 3 solutions envisageables pour Jean-Louis Billon, selon mon analyse. Il y a d'abord l'alignement stratégique. Soit c'est ce qu'il est en train de faire. Voilà, soit il épouse pleinement le projet Thiam en espérant avoir un poste clé dans la campagne et éventuellement dans un futur gouvernement. Il y a aussi le retrait discret. Il décide de se retirer discrètement s'il estime qu'il ne peut pas exister sous l'ombre d'un leader aussi centralisé que Tidjane Thiam. Parce qu'il faut dire que Tidjane Thiam est parvenu à centrer tout autour de lui. Toute l'attention, la stratégie, le discours, tout autour de lui. Et la dernière option qui s'offre à lui, c'est l'émancipation politique. Nourodine Oyéolé. Il y a un ego démesuré à la fois chez Tidjane Thiam que lui. C'est des personnes qui ont un ego assez fort. Donc, vous voyez que Tidjane, je dis que le problème, c'est un drame personnel que vit Billon parce que, bon, pendant longtemps, il a cru que il pouvait être adoubé par le parti. Il était auprès du président Feu Henri Konan Bédié. Oui, c'est ce qui ne se comprend pas, Nourodine Oyéolé. Jean-Louis Billon a été toujours en Côte d'Ivoire. Il a fait toujours ses affaires en Côte d'Ivoire et politiquement, il s'est toujours affirmé. Et beaucoup voyaient en lui le successeur de Henri Konan Bédié. Oui, mais il vit cela comme une ingratitude de l'appareil de l'État. On a joué des coups pour que Tidjane Thiam soit le président du PDCI en ignorant tous ceux qui étaient là. Et donc, Jean-Louis Billon, donc depuis lors, il vit cela comme une ingratitude, surtout qu'eux, ils ont passé le temps à lutter pour le parti. Donc, il y a comme une opposition de personnes aujourd'hui, au-delà de tout. C'est-à-dire que Jean-Louis Billon, ayant les moyens de sa politique, a voulu quand même jauger la situation. Mais en réalité, comme
tout à l'heure mon co-débatteur l'a dit, ben, l'appareil du parti a été bien cadenassé pour que cet appareil soit au profit de Tidiane Thiam. Donc là, il s'est rendu à l'évidence que intérieurement, il ne pèse pas gros. Aujourd'hui, comme l'avait dit, la deuxième notion de l'émancipation politique, on la sent peut-être venir. Peut-être qu'il sera suffisamment courageux d'emprunter cette voie parce qu'il a créé un mouvement qu'on appelle l'alternative démocratique Nouvelle Côte d'Ivoire. Il a dit qu'il n'est affilié à aucun mouvement et qu'il a été invité par plusieurs mouvements et qu'il a choisi celui-là pour y aller. Bon, voilà, je pense que c'est de la politique, hein. Il jauge, mais réellement, comme on l'a dit, il faut le réaliser. Au niveau de l'électoral, Billon n'a pas permis qu'on jauge un peu sa popularité. Et là encore, c'était une occasion ratée. Mais en réalité, même il ne maîtrise pas tout l'appareil du département de Dabakala, qui est son fief originel. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, peut-être qu'il va se faire à l'évidence, peut-être, comme il a dit sur l'AFTV, d'aller vers la négociation pour que véritablement il puisse réintégrer le rang du PDCI afin de participer à l'équipe de Tidiane Thiam. Il ne peut pas aussi s'effacer politiquement parce qu'il veut exister. Je pense que c'est sûrement l'option de la réconciliation avec l'appareil du PDCI qui s'offre à lui. Donc, je pense que c'est véritablement vers ça qu'on va. Djabiga Soro, il y a que Tidiane Thiam n'a pas comme un boulevard vers la présidence. Il y a beaucoup d'obstacles qui se dressent sur son chemin. Le tribunal d'Abidjan doit statuer sur cette saisine en contestation de sa nationalité par Valérie Yapo, qui est une autre militante assez affirmée au sein du PDCI. Alors, d'aventure, si Tidiane Thiam n'arrive pas à obtenir le certificat de nationalité, adieu à la présidentielle. Cette question n'est pas à l'ordre du jour, elle ne tient même pas. Vous savez, tout comme le président Alassane Ouattara, Tidiane Thiam est quelqu'un qui est très avisé en termes de prospective. Et cette histoire de certificat de nationalité, c'est un coup que Tidiane Thiam a joué au gouverneur de la Côte d'Ivoire. Il faut le dire. Quand Tidiane Thiam a déposé la demande de certificat de nationalité, figurez-vous qu'il avait déjà un certificat de nationalité pour pouvoir candidater à la candidature pour être candidat à la convention. Il avait déjà un certificat de nationalité en main. C'était juste pour montrer à l'opinion nationale et internationale qu'il est victime de complot en Côte d'Ivoire. Vous avez bien constaté que quand bien même que la procédure de demande de certificat a été bloquée, Tidiane Thiam a pu déposer sa candidature. Vous n'êtes pas demandé pourquoi sa candidature est passée. Cette procédure a été suivie par tous. S'il y avait des irrégularités dans ces dossiers, ça allait sortir tout de suite. Parce qu'on sait qu'il y a des gens comme Jean-Louis Billon, Dame Valérie Yapo et d'autres personnes tapées dans l'homme qui guettait cette opportunité. Donc je vous dis, c'était un coup que Tidiane Thiam a joué et ça a bien marché. Donc le tribunal va lui délivrer le certificat, selon vous, Djabiga Soro. Qu'il lui délivre ou pas, il a déjà un certificat en main. Et la Constitution est claire. On ne peut pas lui retirer son certificat. Il a un certificat. Il a une carte nationale d'identité. Il a un passeport avec lequel il voyage. Jusqu'à présent, il est toujours sur le fichier électoral. Il est sur la liste électorale. Donc, il n'y a pas de problème. Vous savez, cette convention a eu beaucoup d'effets quand même sur Jean-Louis Billon. Cette convention l'a démystifié. Jean-Louis Billon a toujours été perçu comme présidentiable. Et c'est l'image qu'il a toujours donnée. Noureddine Oyewole, pas de blocage de Tidiane Thiam qui fait objet quand même d'une contestation devant la justice. Comme on le dit, il y a quand même des bases, il y a des fondements juridiques qui, quelque part, mettent à mal un peu l'acceptation de la candidature de Tidiane Thiam, surtout par rapport à l'article 48. Mais je me dis qu'aujourd'hui, pour la paix dans le pays, déjà, il y a eu un avant-goût de la posture de nos juridictions nationales, parce que vous avez vu que la juge s'est déclarée incompétente pour juger de la question du certificat de nationalité de Tidiane Thiam. Donc, c'est dit qu'il y a quand même une tendance à dire que la candidature de Tidiane Thiam sera acceptée. Je pense que cela, surtout pour la paix dans le pays. C'est vrai qu'il y a juridiquement, beaucoup contestent qu'il y a des jurisprudences dans ce sens, mais tout semble laisser croire que Tidiane Thiam sera candidat. La grande question aujourd'hui, c'est lui-même sa popularité à travers le pays. C'est vrai, il a gagné la bataille au sein du PDCI,
Maintenant, quel projet il offre à la Côte d'Ivoire, comment se faire accepter, quelle machine déployer pour pouvoir battre le RHDP. Je pense que c'est aujourd'hui les grandes Oui, questions qui c'est se l'autre posent. La question question que de la j'allais poser. candidature, Hein. Aujourd'hui, le RHDP, c'est une voilà. machine, comme vous êtes en train de le dire. Parlons d'abord du RHDP. Est-ce qu'il peut avoir, en cas de second tour, alliance entre le RHDP et le PDCI? Ah oui, c'est les oufoutistes. Vous savez que c'est des oufoutistes parce que l'alliance qui a été créée pour le CAP, comme le dit la coalition pour une alternative pacifique en Côte d'Ivoire, créée avec certains partis de gauche, est-ce que véritablement cette alliance va marcher? Parce que c'est une alliance contre nature. Ce qui aurait été normal, c'est que les oufoutistes se réunissent. Mais ce sont les réalités du moment, comme les politiciens le disent, ils apprécient les réalités du moment pour faire leur coalition. Mais je pense qu'aujourd'hui, si en politique on dit jamais, jamais, si vraiment les gens se mettent en branle, il est possible qu'aujourd'hui il puisse y avoir dialogue entre les oufoutistes. C'est toujours possible en politique. Mais il faut le dire, le PDCI a fort à faire quand même au niveau de la remobilisation à travers le pays parce que, on le sait, aujourd'hui le PDCI est confiné dans son bastion traditionnel, un peu à l'ouest, parce que aussi que les ressortissants de ce bastion sont un peu dans le sud-ouest. Et donc, ça se dessine comme ça. Aujourd'hui, le plus grand défi pour le PDC, surtout pour Tidjane Thiam, c'est de faire en sorte que sa voix, son projet, soit accepté un peu plus au nord, un peu plus à l'ouest, ainsi de suite. Et donc, c'est le combat de la notoriété, de la capacité à faire accepter son projet par l'ensemble des Ivoiriens. Je pense que c'est le plus grand combat qui reste à mener par Tidjane Thiam. Diabiga Soro, vous misez aussi sur une union des oufoutistes en cas de second tour? Non, ce n'est pas envisageable. Vous savez, le PDCI, c'est un parti moderne et modernisé, mais qui rame quand même sur des faits traditionnels. Le président Bédié, avant de mourir, a dit qu'il ne voudrait plus avoir affaire au RHDP. Il s'est senti trahi par la posture du RHDP. Et le PDCI continue de respecter cette volonté-là. Mon co-débatteur a dit que le PDCI reste confiné, reste concentré dans son bastion. Mais j'aimerais rappeler que cela est inhérent à tous les partis politiques de Côte d'Ivoire. À tous les partis, à l'exception de Laurent Gbagbo, qui était véritablement étendu sur l'étendue du pouvoir national. Il faut reconnaître que ce monsieur bénéficie d'une popularité exceptionnelle. Mais le RHDP, tout comme le PDCI, est concentré d'abord dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et en 2010, dans le cadre de la coalition RHDP, le président Bédié avait dit en son temps, de façon stratégique, que le PDCI allait laisser le nord au RDR dans le cadre de la coalition, hein, et le PDCI allait s'occuper du Vé-Baolé, c'est-à-dire du centre. Et dans cette mesure-là, le PDCI a perdu beaucoup de ses bases au nord, parce que le RHDP a été longtemps présent sur ces territoires-là. Le PDCI est un peu affaibli là-bas. C'est pareil pour le PDCI qui est beaucoup présent aussi dans le Vé-Baolé, dans le centre. Ça s'est senti pendant la désobéissance civile. Vous voyez? Mais il faut dire que c'est un handicap aussi pour le RHDP parce que l'électorat du Nord n'est pas assez dense. Hein. L'électorat du Nord fait à peine 10% de l'électorat national. Hein. C'est 1 200 000 électeurs. Donc, l'un dans l'autre, je pense que les partis aujourd'hui ont pratiquement les mêmes chances. C'est pourquoi que le RHDP est au pouvoir aujourd'hui, mais ils ont en face d'eux un candidat sérieux et à craindre, Tidjane Thiam. Quand on sait son poids à l'international, quand on sait le parti qu'il dirige, le PDCI n'est pas un petit parti, un parti qui est... Diabiga Soro, en interne maintenant, au sein de l'opposition aujourd'hui, Tidjane Thiam fait preuve d'un leadership affirmé en face d'un certain Gbagbo qui est aussi populaire. Oui, ça crée un problème de hiérarchie, ce qui bloque un peu l'établissement d'une véritable alliance entre les deux formations politiques. Noureddine Oyewole, au sein de l'opposition ivoirienne aujourd'hui, les marges de manœuvre de Tidjane Thiam. Vous savez que quand on fait la lecture de la politique, de la vie politique en Côte d'Ivoire depuis 1990, Laurent Gbagbo a souvent fait des alliances. Mais l'alliance qui allait jusqu'au bout, c'était un peu l'alliance avec le RDR dans le temps, c'est-à-dire le parti qu'avait créé Alassane Ouattara, mais qui finalement a abouti à un boycott actif. En 1990, avec les autres alliés, il est allé seul. Donc, il est difficile que Laurent Gbagbo, au deuxième tour, puisse décider de lancer l'appel à voter Tidjane Thiam. Déjà, même en 2020, la dernière élection, pendant longtemps, les partis de l'opposition, surtout feu Henri Konan Bédié, a longtemps entendu le mot d'ordre de Laurent Gbagbo pour que véritablement toute cette coalition qui s'est réunie dans
ce qu'on appelait le Conseil national de transition, Laurent Gbagbo, il puisse bénéficier de l'appel de Laurent Gbagbo. Il ne l'a jamais fait. Donc, moi, je pense que cette alliance-là, pour moi, est problématique. Il est très peu évident que Gbagbo puisse lancer un appel à voter pour Tidiane Thiam. Il laissera l'affaire comme ça. S'il y a deuxième tour, mais je pense qu'il ne se prononcera point. C'est la posture de Laurent Gbagbo. Peut-être que les choses peuvent évoluer, mais pour l'instant, Laurent Gbagbo va rester celui qui pense qu'il peut mener tout seul, et il en a les moyens, son combat jusqu'au bout. Djabiga Soro, quelque chose à ajouter? Oui, moi je vais faire remarquer quelque chose, ça concerne Tidiane Thiam. Vous pouvez remarquer que depuis son accession à la tête du PDCI, il a insufflé un nouveau vent. Il a d'abord contribué à réformer le parti avec une nouvelle stratégie. Il a ramené un nouveau discours politique au sein du parti avec un narratif qui comporte des enjeux nationaux, tels que la sécurité sociale, la justice, la gouvernance, l'employabilité. Et c'est tout ça qui a suivi beaucoup de jeunes. Vous savez aujourd'hui que Tidiane Thiam a pu drainer autour de lui plusieurs associations et mouvements de la société civile. Le RAGP aujourd'hui a raison d'être inquiète. Le RAGP 2020 n'est pas 2025, mon co-débatteur l'a évoqué tout à l'heure. Effectivement, en 2020, ce qui a bloqué la marche de l'opposition, ce qui a bloqué le fonctionnement de la désobéissance civile, c'est la réticence du PPAC. Si en son temps, Laurent Gbagbo avait donné le mot d'ordre, peut-être que ça aurait eu beaucoup d'impact et d'influence sur les choses. Mais je pense qu'il est trop tôt pour se décider encore, comme mon co-débatteur l'a dit, je lui concède cela. Le paysage politique est très dynamique, les choses évoluent rapidement. Et il est trop tôt pour se prononcer, pour avoir des positions tranchées sur les éventuelles alliances qu'on pourrait avoir. Merci à vous, Djabiga Soro. Vous êtes journaliste, analyste politique ivoirien. Vous étiez avec Noureddine Oyeolé, analyste politique ivoirien. Nous parlions là donc de la victoire de Tidiane Thiam à la convention du PDCI. Il va donc représenter le PDCI, l'ancien parti unique, à cette présidentielle d'octobre prochain. Comme on l'a vu, il y a encore du chemin à faire pour Tidiane Thiam. Merci à vous deux. Très bon week-end. Au revoir. Merci, chers confrères. Bon week-end à vous également et bonne fête de Pâques à tous les chrétiens. C'est terminé pour l'heure des citoyens. Nous avons parlé du Sénégal où les arrestations sont toujours en cours par rapport à la mauvaise gestion des fonds Covid-19. Le Bénin également était au menu avec des acteurs politiques de la mouvance et de l'opposition qui étaient avec nous pour revenir sur un certain nombre de points d'achoppement entre la majorité et la mouvance dans la perspective des élections générales de 2026. Et nous avons terminé par la Côte d'Ivoire où Tidiane Thiam a été élu largement pour être candidat du PDCI à la prochaine présidentielle. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Très bon week-end. Gardez la forme. Au revoir.